D'accord, tout le monde, Shabbat Shalom. Je veux juste souhaiter Shabbat Shalom à tout le monde à la maison. Joyeuse Hanouka à nos plus grands amis et alliés. Et vous savez, c'est le bon moment pour rappeler qu'Israël a le droit de se défendre. Tucker Carlson est Adolf Hitler. Et TikTok doit effectivement être acheté par le Mossad. C'est juste ce que je ressens aujourd'hui. Je ne suis pas différent. Peut-être que vous êtes différent. Bienvenue de retour sur Candice. OK, vous êtes fou. Vous êtes complètement fou. Le nombre de personnes qui m'ont attaqué parce que j'ai envoyé un tweet du genre « Hey, je vais bien. Je suis en vie. » Nous avons eu une conversation très productive. Et il disait « Elle a reçu l'appel. Elle a reçu l'appel. Elle nous a trahis. Elle fait autre chose. Je n'arrive pas à y croire. Tout cela n'a été qu'une mise en scène. » Calmez-vous. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez qu'il s'est passé? Erika a dit « Arrête. » Et puis, je suis restée figée pendant 4h30, 4h30. C'était juste comme si j'intégrais tous ces arguments dans ma tête. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Je n'arrête pas de vous le dire. Je ne suis pas gouvernable. Je suis en gros l'équivalent de Kanye West. Je ne me suis jamais sentie aussi comprise que lorsqu'il a tweeté il y a des années « Je viens de virer mon manager parce que j'ai réalisé qu'on ne pouvait pas me gérer. » C'est moi ça. Ce tweet-là précisément. J'étais là genre « Oh mon Dieu, oui Kanye, je comprends ça. » Personne ne change d'avis. Rien du tout. Bon, à quel point ça aurait été ridicule si je faisais toutes ces investigations, à poser toutes ces questions. Et puis Erika Kirk propose de répondre à certaines de ces questions. Et moi, je me dis « Non, je n'irai pas. Je ne peux pas trahir les gens. Je ne veux pas de réponse à ces questions. Je veux juste les poser. » Non, c'est exactement la raison pour laquelle on fait tout ça. On a regardé la situation en se demandant pourquoi Turning Point USA ne peut-il pas simplement répondre à des questions basiques? Et je peux vous dire qu'hier, pendant 4h30, il n'y avait aucune règle. Ils ont dit « Posez toutes les questions que vous voulez, tout ce qui vous passe par la tête » et j'ai apprécié cela. Certains se demandent « Qui sont-ils? » Qui sont-ils? Ce sont les Juifs, évidemment. Je plaisante. Justin Strife était dans la pièce, c'est-à-dire Justin Strife et Erika. Georges m'a rejoint seulement pour le début de la conversation parce qu'il avait ce truc dont je vous ai parlé le 15 toute la journée. Il était en conférence. Et puis j'ai amené ma cousine Mia, vous savez, celle qui a vraiment un sale caractère. Je l'emmène juste pour l'ambiance. Je pense que ça déroute les gens. Ils se disent « Je ne comprends pas, qu'est-ce que cette personne fait ici? » Et en réalité, elle écoute tout le temps de la musique de Cardi B. Mais c'est ma cousine et je l'ai toujours avec moi. Et donc, c'était tout. Elle était un peu assise à l'écart, mais à la table, c'était vraiment juste nous quatre jusqu'à ce que Georges parte. Et pour être honnête, je ne savais pas à quoi m'attendre en entrant dans la pièce. Je ne savais pas. Je ne savais pas s'ils allaient être ouverts, je ne savais pas quelle allait être l'énergie d'Erika, si ça allait être plus une dispute, s'il y aurait des menaces juridiques. Vous m'aviez dit de ne pas boire d'eau, donc je n'ai pas bu d'eau. Bon, j'avais apporté ma propre eau, mais je n'ai pas bu cette eau non plus. C'était beaucoup. Il se passe beaucoup de choses, d'accord? Et la conversation a commencé avec Justin Strife, qui très sensément a dit « Qu'est-ce qu'on cherche à accomplir ici? Quel est réellement le but de cette conversation? » Et il a été assez clair, et Erika aussi, qu'ils étaient surtout contrariés par quoi? Moi, évidemment, dans un moment de grande tension, quand j'ai tweeté que c'était une entreprise maudite et que les gens ne devraient pas lui donner d'argent, et je dois assumer cela. C'est agressif. C'est effectivement agressif avec le recul. J'étais très frustrée. Et je ne sais pas. Je sentais juste qu'on n'obtenait aucune réponse et qu'il y avait tellement de mensonges. Et puis, je me faisais attaquer pour avoir posé toutes les questions importantes qui étaient dans leur capacité de répondre. Et je t'ai dit, mon problème dans la vie, c'est que je peux me mettre en colère très rapidement. Je leur ai dit que j'avais vraiment eu l'impression d'être attaquée pour avoir dit la vérité depuis le tout début, comme de façon décontractée. Quand j'ai mentionné le truc sur le catholicisme, genre, c'était quoi ça? J'étais là, genre, écoutez, je dis quelque chose dans un hommage pour lui. Alex Clark et Andrew Colvett sautent ensuite sur un podcast et ils font cette interview bizarre qui est clairement dirigée contre moi. Et ils ont fait la promotion de l'interview. C'est comme si c'était dirigé contre moi, mais ils ne disent jamais mon nom. Et pour moi, ça a été la première, je ne sais pas, la première boue lancée et leur réponse à ça a été « Et c'était vraiment une période folle. Un nouveau système devait être mis en place et en aucun cas,
Est-ce que Erika a donné à qui que ce soit l'autorité d'aller dire que l'histoire du catholicisme était un mensonge? C'est un peu devenu une grosse affaire. Peu importe. Bon, ce n'était évidemment pas la raison principale pour laquelle nous voulions nous asseoir ensemble. Je dois dire que j'ai été immédiatement soulagée par le fait que l'une des premières choses qu'Erika a faites, c'est d'assumer les mensonges. Les mensonges, ou plutôt, je suppose qu'ils appelleraient ça des malentendus qui venaient de différentes personnes dans l'entreprise. Écoutez, c'est une entreprise qui emploie 650 personnes. À ce moment-là, tout le monde est extrêmement émotif et il communique. Et peu importe ce que quelqu'un dit sur Twitter, il suppose que cette communication vient de la direction, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais ils ont tout de suite reconnu, ce qui était très appréciable, que, si vous vous souvenez, Erika s'est assise avec Glenn Beck. En fait, j'ai raté cette partie parce que je n'ai pas pu regarder l'interview en entier et nous extrayons des extraits parce que beaucoup d'informations sortaient très rapidement. Mais il y avait un extrait qui circulait et qui était devenu viral. Et c'était Erika qui disait qu'elle avait le téléphone de Charlie et que Charlie n'avait envoyé de message à personne la veille au soir, disant qu'il pensait qu'ils allaient le tuer. Et cela m'a évidemment mis dans une mauvaise posture car c'est moi qui avais dit cela. En réalité, il a bien envoyé des messages à plusieurs personnes la veille au soir. Et puis, je suis allée dans l'émission de Jimmy Dore vendredi et j'ai clarifié la situation. J'ai dit, Andrew Colvett m'a dit spécifiquement qu'il faisait partie des personnes qui avaient reçu ce message. Donc, j'ai eu ce témoignage en direct. Je ne l'ai pas appris d'une source. Je l'ai appris directement d'Andrew Colvett. Et puis, quelqu'un qui avait accès aux communications de Dan Flood a dit que Dan Flood avait également reçu un message similaire. Ils l'ont tout de suite reconnu et expliqué. Erika a dit qu'elle avait le téléphone de Charlie, qu'elle regardait ses e-messages et il s'avère qu'ils communiquent comme tout le monde sur Signal, sur Telegram et que lorsqu'elle m'a entendu dire cela, ils sont allés vérifier et oui, ce que j'ai dit était vrai. Et Dracovette a reçu un message la veille au soir et Dan Flood a reçu un message la veille au soir. Ensuite, ils m'ont demandé si j'avais réellement, par exemple, une copie concrète de ce que Dan Flood avait reçu la veille au soir, et j'ai répondu non. Quelqu'un m'a dit ce que ça disait, ce qui était presque exactement ce qu'Andrew a dit, à savoir, ils vont me tuer. Andrew ne savait pas qui ils étaient, qui était ce « il » auquel il faisait référence, mais ils ont précisé que le message que Dan Flood avait reçu disait « La gauche va me tuer ». Donc, je ne peux pas le confirmer dans un sens ou dans l'autre. Je dois leur faire confiance là-dessus parce que je n'ai pas vu ce message concret. On m'a dit que ça disait « il ». Évidemment, nous avons discuté du moment et je ris ici parce que vous, les TikTokers, êtes vraiment incontrôlables. Vous allez être la raison pour laquelle Israël va avoir TikTok parce que vous faites n'importe quoi tout le temps. Et les vidéos où vous vous moquez de l'interview de Barry Weiss étaient tellement hilarantes. C'est génial. C'est bien de rire de nous-mêmes. Et Barry Weiss mérite toujours qu'on rit d'elle. Mais j'étais un peu là, genre, hey, je me suis sentie citée par la podcasteuse Candace Owens, cette mise en scène évidente, puis elle me demande d'arrêter. Et c'est intéressant d'entendre Erika dire que la raison pour laquelle elle ne m'a pas demandé d'arrêter au début, c'est parce qu'elle apprenait réellement des choses grâce à l'émission. Elle apprenait vraiment des choses et je pense qu'elle a ressenti de la même manière que Barry Weiss essayait de créer un moment. Évidemment, c'est ce qu'est Barry Weiss. C'est le lobby sioniste. Elle essaie d'écrire sur des torts perçus parce que je suis contre son camp. Ça ne me surprend pas. C'est un peu pour ça que Barry Weiss existe. C'est la raison pour laquelle ils l'ont mise à CBS, parce qu'elle est simplement déterminée à remplir le public de personnes qui vont défendre la cause pro-israélienne et parler d'antisémitisme et évoquer, par exemple, la hausse de la criminalité. C'est un peu embarrassant, mais en réalité, je l'accepte. Et je devrais aussi préciser que Barry Weiss, évidemment, a choisi ces questions. Elles n'étaient pas aléatoires, comme je te l'ai dit. Ce n'était pas comme si les gens venaient au micro, que c'était un micro ouvert et qu'ils ne savaient pas à quoi s'attendre. Tout était vraiment très planifié par Barry. Mais Erika a dit qu'elle connaissait l'idée générale, comme le fait qu'ils allaient me mentionner et parler des théories du complot. Mais on ne lui avait pas donné cette question précise sur la podcasteuse Candace Owens. Donc, je pense que c'est juste de clarifier cela. Maintenant, je n'ai absolument pas renié aucun de mes soupçons. Et je comprends que des gens ne soient pas d'accord avec moi. À propos de certaines personnes à Turning Point USA, j'ai communiqué ce que j'avais à dire devant le monde entier.
J'ai eu la chair de poule après avoir parlé à Terrell Farnsworth, la personne qui a retiré les caméras. Il m'a menti à plusieurs reprises. Je leur ai expliqué ce qui m'a fait du bien d'avoir cette communication directe, comment Terrell avait menti à plusieurs reprises et que je ne comprenais pas pourquoi il était là ce jour-là. Ils ont répété ce qu'il avait dit. Ils ont défendu ce qu'il avait dit, à savoir qu'ils essayaient quelque chose de nouveau ce jour-là, qu'ils faisaient habituellement du direct. Ce que Terrell avait dit, ils font habituellement du direct. Et j'ai dit à chaque événement universitaire, eh bien, ils ont dit oui, ils diffusent en direct les événements de la tournée, mais pas ceux du type « prouve-moi le contraire » à l'extérieur. C'était nouveau et nécessitait la présence de Terrell. J'ai dit, même si c'était vrai, je n'étais pas à l'aise avec ma conversation avec Terrell. Je ne peux ignorer mon intuition sur les nombreux mensonges. Sa vidéo m'a semblé bizarre. Je sais qu'il vient d'une famille très puissante. Personnellement, je ne lui fais pas confiance. Et évidemment, je n'aime pas le fait d'avoir dit, tu sais, que Tyler Boyer a menti à propos de cette chose et a trouvé une excuse en disant que Terrell avait été prié de baisser la caméra. C'est la raison, il l'a dit sur Twitter parce que la police voulait qu'il la retire et qu'il sécurise les images. Et j'ai dit, je sais que ce n'est pas vrai. Et ils ont dit, eh bien, après tout ça, oui. Après qu'il ait retiré les caméras, il y a eu un policier ou un agent fédéral, peu importe qui c'était, qui lui a parlé et lui a demandé de sécuriser les images. Eh bien, ça a du sens. Mais ce n'est pas une raison pour laquelle il l'a retiré immédiatement. Il est logique que, dans le cadre de votre enquête, vous vous demandiez qui détient les images. Vous savez, il faudrait le verrouiller. Mais je ne comprenais pas pourquoi Tyler Boyer aurait menti à ce sujet. Je ne fais pas confiance à Tyler Boyer. Et ça, non. Cela ne changera jamais. De même pour Rob McCoy. Il me donne la chair de poule. Je ne peux pas l'expliquer. Je le regarde et c'est une mauvaise personne et personne ne pourra me faire changer d'avis à ce sujet. J'ai été surpris d'apprendre, et ça nous concerne un peu, ne connaissant pas le fonctionnement interne de Turning Point USA, que Rob McCoy ne travaille en réalité avec Turning Point USA d'aucune manière que ce soit. Et donc, le fait qu'il communique comme il l'a fait en disant « je suis le pasteur, je suis ceci, je suis cela », ce n'est tout simplement pas réel. C'est-à-dire que ce n'est pas réel. Et nous devrions savoir que ce n'est pas réel. Et quand il dit ça, confrontez-le à ce sujet, indépendamment de Turning Point USA. J'agissais en partant du principe qu'il travaillait pour Turning Point USA. Et j'ai dit, évidemment, c'est faux. Je suis heureux de corriger cela. Mais aussi, qu'étions-nous censés penser quand il est monté sur scène lors de la cérémonie commémorative et a dit « Je suis le pasteur de l'Amérique ». Puis, il a fait mettre à jour Wikipédia et a dit « Enfin, je suppose qu'il l'a fait mettre à jour. » Car qui d'autre aurait fait cela à l'origine de ce tournant décisif dans la foi américaine? Donc, je suppose, pour être clair, nous nous sommes tout simplement trompés sur ce point. Et j'aurais beaucoup plus à dire sur Rob McCoy et sur la place qu'il occupe, selon moi, dans différents contextes. Je ne lâcherai donc pas prise là-dessus. Il y a un point que je ne comprends toujours pas et la balle magique. D'accord. Nous nous souvenons tous de ce qui s'est passé. J'ai dit en passant dans l'émission, « Hey, j'ai vu les images. Il n'y avait pas de sang. » Et honnêtement, quand je l'ai dit, je n'ai pas réalisé à quel point c'était important avec le 3006. Très vite, ce qui se passe, c'est que Andrew Colvette rédige un tweet à propos de ce qui s'est passé avec la balle. Et il a dit qu'il voulait répondre à toutes les discussions qui avaient lieu sur le bruit en ligne. Évidemment, je paraphrase ici. Il dit « Je m'excuse, ça va devenir graphique. » Mais il a parlé avec le chirurgien. La balle aurait dû traverser. Le chirurgien a ensuite expliqué que ce qu'il voit habituellement sur ce type de blessure et, en gros, tout cela relevait du miracle. Charlie a sauvé des vies, même dans la mort. Et Internet l'a remarqué, ce miracle, l'os sain. Son os était tellement sain et la densité était tellement impressionnante. C'est une citation d'ailleurs, son os était tellement sain. Je veux la lire. Ceci viendrait apparemment d'un chirurgien. Son os était tellement sain et la densité était tellement impressionnante qu'il est comme l'homme d'acier. Ça aurait dû traverser de part en part. Cela aurait probablement tué aussi ceux qui se trouvaient derrière lui. Et on était là, genre, c'était un peu le début du WTF, non? Je pense que c'était un peu le début de tout ça. Et immédiatement, des gens dans les commentaires ont répondu à Andrew. Et il a dit, cette personne a dit, ce post est tellement faux car il violerait la loi IPAIA.
Il y a la confidentialité des patients. On ne peut pas juste appeler le chirurgien. Et puis Andrew Colbert répond et dit « Soyez rassurés, je n'aurais pas publié sans l'autorisation complète. » Alors, il a dit qu'il avait parlé au chirurgien et ils ont confirmé qu'Andrew avait bien parlé au chirurgien, mais qu'il ne savait pas qu'il allait écrire ce tweet. Il ne le savait même pas. Il a appelé le chirurgien. Donc, ça donnait vraiment l'impression qu'Andrew improvisait complètement. Je ne sais pas. Genre, il avançait à l'aveugle et je me suis dit, ça me paraît vraiment étrange. Parce que pourquoi un chirurgien ferait-il ça? Normalement, la première chose que le chirurgien devrait dire, c'est « Je ne peux pas vous parler, je ne sais même pas ». En théorie, Andrew n'était même pas là quand Charlie est mort. Je ne comprends même pas pourquoi le chirurgien connaît ce type, en fait. Peut-être qu'il est resté après, mais tu sais, Andrew ne faisait pas partie des personnes qui sont entrées à l'hôpital ou quoi que ce soit. Donc là, c'est littéralement le gars des relations publiques qui appelle le chirurgien. Et donc, ça semble vraiment très inapproprié pour quelqu'un de faire ça, tout simplement. Et je dirais que c'était un peu le début, mais c'est ce que j'ai retenu de ça. Évidemment, nous avons parlé de la sécurité. J'ai mentionné Brian Harple, cette interview avec Sean Ryan. Et je pense qu'on peut croire Turning Point quand ils disent qu'ils n'ont pas approuvé cela. Ils n'avaient aucune idée qu'il allait chez Sean Ryan. Je pense que c'est assez clair. Je ne crois pas qu'il travaille encore là-bas. Donc, c'était en quelque sorte sa façon de sortir et peut-être d'essayer de sauver sa propre réputation. Et je pense qu'en réalité, cela n'a fait qu'empirer sa réputation. Parce que les gens ont justement senti qu'il ne disait pas la vérité dans cette interview, qu'il était évasif, qu'il disait des choses qui n'avaient aucun sens. Encore une fois, il y a toujours ces gens qui croient, comme Brian Harple, qu'avec assez de mise en scène, on peut s'asseoir et que tu vas juste convaincre les gens que c'est réel, mais c'est simplement une époque différente. Comme je l'ai dit, ces TikTokers sont incontrôlables. Ils vont te démasquer en 4 secondes. D'accord? La chose la plus importante que je veux communiquer et que j'ai communiqué avec eux, et j'espère qu'ils m'ont compris, sérieusement à ce sujet, ou plutôt qu'ils prennent vraiment mon conseil à cœur. J'ai dit, l'une des raisons pour lesquelles je veux vraiment m'asseoir, c'est parce que je veux sortir d'ici en me sentant confiant. Dire à mon public, « Hey, il se passe des choses en coulisses, mais Tyler Robinson a tiré sur Charlie Kirk. » Qu'il y aura plus d'informations qui sortiront, mais vous pouvez me croire, c'est ce qui s'est passé. Je cherchais à obtenir cela parce que il y a eu beaucoup de signaux de la part de différentes personnes, certaines qui sont des expertes, d'autres qui ont été impliquées dans des affaires. Qu'il va évidemment y avoir des éléments auxquels le public n'a pas accès. Et donc, il est au moins plausible qu'ils aient vu des images très claires, celles que nous réclamons, de Tyler Robinson montant là-haut et tirant, comme s'ils avaient accès aux caméras de l'UVE. Donc, j'espérais entendre cela. Et j'ai dit que je voulais savoir pourquoi les gens de Turning Point USA sont si convaincus que Tyler Robinson est la personne en question. Et à ce moment-là, ils ont choisi d'appeler l'avocat, vous savez, leur avocat impliqué dans cette affaire, l'un des avocats qui a travaillé sur ce dossier. Il y a toujours une équipe d'avocats, surtout pour ce genre de choses. Et ce que j'ai entendu de la part de l'avocat ne m'a pas donné ce sentiment. Tyler Robinson a tiré sur Charlie Kirk. Cela ne m'a pas donné confiance sur le fait qu'il ait ou non tiré sur Charlie Kirk. J'ai été très surpris par cela. Il a parlé très longtemps. J'ai demandé, vous savez, pouvez-vous me dire de quoi il s'agit? Et j'ai dit, quand vous me partagerez cela, je ne dirai pas ce que c'est. C'est si nous voulons protéger l'intégrité de l'affaire. Je ne vais pas le faire si tu me dis que vous avez la vidéo de lui en train de tirer. Je promets que je ne le dirai pas au public, mais je leur ferai comprendre que vous avez quelque chose de solide. Et non, au contraire, ce type a en fait clairement dit, pas en fait. Il a expressément dit qu'ils n'avaient absolument rien, rien du tout. Comme mes l'affidavit, d'accord? Donc, ce que nous avons vu, c'est ce qu'ils ont. Ce qui est discuté publiquement, t'es dans tout ce problème de non-experts, du genre, eh ben, tu ne sais pas. C'est comme quand tu lis ces messages qui n'ont aucune date. Tyler Robinson écrit tout dans l'alibi parfait. C'est ce qu'ils ont. Et ce qu'il m'a expliqué, c'est que c'est le stade de l'affidavit. C'est là où ça en est. Et ensuite, ce qui se passe maintenant, c'est que l'enquête est en cours, n'est-ce pas? Donc, en ce moment, ils cherchent pour plus d'informations. Et une fois que les enquêteurs, ils pourraient très bien évidemment avoir des images, et c'est pour ça qu'ils pourraient penser, oh, on va sûrement obtenir cette condamnation. Mais la réalité, c'est qu'ils ne partagent pas réellement ces informations avec la victime.
Ils ne partagent pas ces informations avec Erika. À cette étape du processus, ils ne sauront pas ce que les enquêteurs ont découvert, c'est ce que l'avocat m'a dit avant mai, d'accord? Ils n'ont rien vu que vous n'ayez pas vu. C'est ce que je veux que vous sachiez. Donc, avec cela en tête, je suis assis ici en me demandant pourquoi faites-vous des signaux? Pourquoi ai-je l'impression que le public est manipulé à ce sujet? Il n'y a rien de convaincant. Il y a tellement de commentateurs qui sont venus vous dire que c'est accablant. Les preuves sont accablantes. Les messages textes qui n'ont pas de date, qui ne semblent même pas réels, ça, c'est accablant. Pour moi, ça sonne vraiment faux et ridicule. J'ai vraiment envie de dire ça à tous les commentateurs qui essaient de convaincre le public. Et insister sur le fait que si vous le répétez assez de fois, ça deviendra vrai, c'est en réalité simplement malhonnête. Et je propose qu'une façon plus honnête de communiquer serait de dire « Nous pensons qu'il est impliqué. Nous en sommes convaincus. Je l'ai dit. Je pense qu'il est impliqué. » Nous espérons vraiment qu'au cours de cette enquête, nous allons obtenir cette preuve concrète. Et c'est là où nous en sommes actuellement. C'est simplement l'étape à laquelle nous sommes. Ce n'est pas ce que nous recevons de leur part. C'est comme je pense vraiment que c'est important de vous le faire savoir. Il faut que le gaslighting cesse. Ils ont ce que vous avez, d'accord? Il n'y a rien d'autre. Ils en sont à la phase d'enquête. Erika a été désignée comme la victime. Ils en seront plus lors de l'audience de mai, qui est l'audience de cause probable. C'est ce que l'avocat m'a dit, c'est une audience de cause probable. Et c'est à ce moment-là qu'ils verront les preuves. Ils pourront présenter les preuves, expliquer pourquoi ils se tiendront devant un juge pour faire avancer l'affaire. Ce n'est pas qu'une déclaration sous serment. Nous n'assemblons pas des bouts de preuves. Nous avons des preuves concrètes. Jusque-là, d'accord, tant que nous ne sommes pas tous sur la même longueur d'onde et que nous ne comprenons pas ce qu'ils ont d'autre, je suis très confiant en affirmant le contraire de tous mes pairs, je suppose, bien payés à ce sujet. Je ne crois pas cela. Tyler Robinson a appuyé sur la gâchette. Et ce que je leur ai aussi dit, et je l'ai dit devant l'avocat, parce que je ne sais pas pourquoi je suis comme ça, j'ai dit, il vous faudrait peut-être un nouvel avocat. J'ai dit parce que cette personne essaye de vous faire croire que c'est du solide. L'une des règles que mon mari et moi avons, c'est que si vous avez un avocat qui vous dit que vous allez gagner à 100%, que c'est très clair que vous allez gagner, il vous faut un autre avocat. D'accord, ça c'est un supporter. Ce n'est pas un avocat. Un avocat, même si vous devriez gagner à 100%, doit vous parler des risques ici. Vous savez, je me sens confiant pour cette affaire. Laissez-moi vous parler franchement. Je me sens confiant pour cette affaire, mais voici où les choses pourraient être mal tournées. Je veux que vous compreniez les risques qui sont en jeu. Nous n'avons pas encore ceci. Nous n'avons pas encore cela. Et surtout, étant donné ce que je leur ai dit, à savoir que je suis le seul, vos avocats, ou plutôt les enquêteurs, pas leurs avocats, parce que ce ne sont pas eux qui enquêtent. C'est l'État de l'Utah qui enquête. Ils n'ont pas appelé la seule et unique personne, comme je vous l'ai dit, qui a filmé alors qu'il était sur le toit. Vous vous souvenez du gars qui a dit « Oh, il y a quelqu'un sur le toit? » Non. Et il le voit s'accroupir. J'ai dit que j'avais parlé à cette personne et que son témoignage serait dévastateur pour votre accusation. Non, il a vu la personne sur le toit. Il a filmé la personne sur le toit à 12h23 et il n'a pas vu cette personne tirer. Et il ne s'agit pas d'un étudiant lambda. C'est un homme qui entraîne les gens à tirer au stand de tir. Il connaît les armes à feu, d'accord? Il a vu, a-t-il dit. Ce qu'il a vu, c'était une arme plus petite. Il a dit que cette personne était habillée en tenue tactique noire et qu'il n'y avait aucun recul. C'est accablant. Ce serait dévastateur pour l'accusation. Et pourtant, les enquêteurs n'ont pas pris contact. Maintenant, mais ils ont répondu que peut-être ils n'ont pas pris contact parce qu'ils ont une vidéo encore plus claire. Et c'est vrai. C'est une bonne réplique. Pense, pas besoin de parler, la vidéo suffit. Et nous avons vu ce que nous avons vu. D'accord, mais tu ne voudrais pas quand même parler à l'autre gars pour pouvoir te préparer? Je ne sais pas, pour l'interroger sur quelque chose. Je n'aime pas que cette enquête soit en cours et que, apparemment, ou du moins j'ai l'impression d'avoir parlé à plus de personnes qu'eux. J'ai parlé, les 2 personnes qui ont filmé des vidéos ce jour-là m'ont dit qu'on ne les avait pas contactées. Donc, je ne comprends pas ce qui se passe ici. Je ne comprends pas. La confiance, je suppose que c'est la meilleure façon de le dire. Je leur ai dit que je ne comprends pas la confiance qui règne en ce moment. Maintenant, une autre chose vraiment importante qui s'est produite, c'est qu'ils m'ont apporté les historiques d'appels de Mikey. D'accord, ils m'ont apporté les historiques d'appels de Mickey. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'était une réunion productive. Il n'y a pas d'autre façon de le dire.
J'ai posé toutes les questions et ils sont venus avec des documents pour montrer, répondre et expliquer certaines choses. Aussi, ce que j'ai trouvé en fait plutôt mignon, c'est que, je suppose, vous savez, j'avais fait ça dans l'émission précédente. J'étais en train de chercher des informations sur Mikey et je n'arrivais pas à le trouver. Et quelqu'un a dit, Mike, je pense que Mikey n'est pas son vrai nom. En fait, il pensait que c'était son deuxième prénom. J'ai juste supposé. Il utilise peut-être son deuxième prénom, c'est pourquoi je ne le trouve pas. Mais Mickey tient à ce que vous sachiez que c'est bien son vrai nom. J'ai découvert peu de temps après qu'il confondait son deuxième prénom. Il pensait que c'était inversé. Michael est bien son vrai nom, juste pour clarifier, parce que je me suis rendu compte que je n'étais jamais revenu préciser cela. Mais les relevés d'appel de Mikey, c'est un élément important de tout ça. D'accord, je suppose, vous rafraîchir la mémoire sur ce que Blake a dit à propos de Mikey ce jour-là. Et ensuite, je vous dirai ce qui s'est réellement passé parce que je ne pense pas que Blake ait une si bonne mémoire que ça. D'accord, écoutez bien. Donc, je n'étais pas avec Mikey ou alors je ne me souviens pas avoir été avec lui. Je pense que j'étais devant lui quand nous sommes partis. Et puis on sort et je cours pendant. Ça n'a pas pu durer plus de 15 ou 20 secondes. Et puis je me rends compte qu'il n'y a pas eu d'autres coups de feu. Donc le tireur a probablement été maîtrisé ou arrêté ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas en danger immédiat. Je m'arrête, je regarde autour de moi et je vois Mikey. Et je vois Mickey là. Et je n'oublierai jamais, vraiment, je n'oublierai jamais ce que j'ai vu. Parce que j'ai vu Mikey presque tous les jours ces 2 dernières années. Je connais très bien sa personnalité. C'est quelqu'un de très enjoué. C'est quelqu'un de très heureux presque tout le temps. Et je n'oublierai jamais ce que j'ai vu, parce que c'était évident sur le moment qu'il était profondément bouleversé. Ce dont je me souviendrai toujours, c'est la façon dont sa lèvre tremblait, ce que je n'avais jamais vu auparavant. Et c'est très rare de voir ça chez quelqu'un, il était complètement paniqué. Et puis je crois qu'il m'a littéralement dit, peut-être que j'imagine, mais je crois que ce qu'il a vraiment dit, c'est qu'il... Et puis il regardait autour de lui et il a dit, il faut que j'appelle Erika. Et il a pris son téléphone et il a commencé à appeler Erika. Et je ne veux pas révéler comment cet appel s'est déroulé, mais il l'a fait. Tout cela, vous savez, votre esprit extrapole, mais tout ça se passe en moins d'1 minute. Je me souviens qu'il a appelé Erika. À peu près au même moment, j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé ma mère juste pour lui dire « Maman, il y a eu une fusillade. Tu vas le voir aux informations. Je vais bien. Tu sais, prie pour moi. Je dois y aller. » Et je me souviens de cet appel. Et à ce moment-là, je range ce téléphone, puis il appelle immédiatement son père. Il appelle Robin McCoy. Et il dit « Papa, quelqu'un a tiré sur Charlie. Tu dois appeler tous tes amis pasteurs. Charlie a été touché. On a besoin que tout le monde prie tout de suite. » Et c'est ce qu'il lui a dit. D'accord, ce n'est pas normal quand il dit « Je suis peut-être en train d'imaginer ça, je ne l'oublierai jamais », suivi de « Je suis peut-être en train d'imaginer ça », ça signifie probablement que tu as peut-être oublié et que tu pourrais l'imaginer. Pour moi, la réaction physiologique normale dans ces situations à forte adrénaline, pour la plupart des gens, c'est de se verrouiller. C'est littéralement ton corps. Quand il traverse quelque chose, quand il est terrifié, il passe par une sorte d'état où tu fais vraiment attention aux moindres détails. On a appris ça souvent en cours de santé. C'est pourquoi on parle de la réaction de lutte ou de fuite. Littéralement, il se passe des choses dans ton corps. Donc, beaucoup de détails ici ne sont pas exacts. Et celui qui m'a le plus surpris dans ces relevés d'appel, c'est j'ai vraiment l'impression qu'on nous a répété encore et encore que la première personne que Mickey a appelée, c'était Erika, non? Il a appelé Erika. On nous l'a dit à plusieurs reprises par différentes personnes. On nous a aussi dit qu'il s'était entraîné comme s'il était presque allé dans un camp pour s'entraîner. Et Charlie disait « 1, 2, 3, partez ». Et genre, vite. 1, 2, 3, partez. Vas-y, vas-y. C'est pour ça qu'il est parti. 1, 2, 3, partez. Et juste, on lui a dit « Voilà la première chose à faire ». Eh bien, il ne l'a pas fait. En réalité, la première personne qu'il a appelée, c'était sa femme. Il a appelé Elizabeth McCoy. Et puis, il laisse rester au téléphone avec sa femme pendant 10 minutes. Et pendant ces 10 minutes, il a mis Erika en conférence 3 minutes après le coup de feu. Et ensuite, il met son père en conférence. Puis, il met en conférence une troisième personne dont je n'ai pas envie de parler parce que ce n'est pas pertinent. Au fait, Danny McCoy, c'est son frère qui est dans l'armée, mais ça, c'est avant que le coup de feu parte. Le coup de feu de Charlie Kirk part. J'ai ça en détail. Charlie est amené à la sécurité. Mickey McCoy appelle sa femme. Ils vont rester au téléphone pendant 10 minutes.
À cette même minute, et nous le savons parce que Blake Neff nous a donné son historique d'appel à sa mère, Blake Neff a appelé sa mère. Son appel avec sa mère a duré 45 secondes. Donc, nous supposons que cela s'est terminé à 12h25, mais il se peut très bien que ce soit resté à 12h24 selon la milliseconde. Blake Neff termine cet appel téléphonique avec sa mère. Mikey McCoy, après la fin de l'appel avec sa mère, ajoute Erika à la conversation téléphonique. Donc, quand il faisait le récapitulatif et qu'il disait « Oh, il a la lèvre qui tremble » et il dit « Je dois appeler Erika » et il dit « Et ensuite j'ai appelé ma mère ». Ce n'est pas exact. Ce n'est tout simplement pas exact. Mikey a appelé Erika après que Blake Neff a terminé cet appel avec sa mère. Si l'on doit croire les historiques d'appels plutôt que, vous savez, les témoignages humains, Mikey McCoy retire ensuite Erika de l'appel 2 minutes plus tard, puis il ajoute son père à la conversation téléphonique. Encore une fois, il est tout ce temps au téléphone avec sa femme. Et puis Mikey McCoy termine son appel avec son père. Il appelle ensuite une autre personne que je ne mentionnerai pas, car cela n'a tout simplement aucun rapport avec l'histoire. Ce n'est pas un personnage du récit, en fait. Et ensuite, il termine l'appel avec sa femme. Et 1 minute plus tard, son frère le rappelle et il reste au téléphone pendant 10 minutes. Je n'ai pas obtenu cela de tout le monde. En parlant de cela, le journal d'appel de Mickey McCoy, je sais que vous n'avez pas eu accès à cela. Je ne l'ai pas eu non plus. Je ne sais pas pourquoi elle a disparu de cela. Par exemple, vous pourriez aller voir, la femme veut de la confidentialité. Non, elle était, tu sais, sur le devant de la scène lors de la cérémonie commémorative. Elle a été, je dirais, très impliquée dans beaucoup de ce genre de choses. Tu vois, je pense qu'elle est très proche. Voilà, elle est proche d'Erika. Elles sont parties en vacances ensemble. Donc, je ne comprends pas vraiment cette disparition soudaine. J'ai trouvé ça un peu, bon, d'accord, mais ils ont été transparents à ce sujet. Ça fait du bien. Ça fait du bien, les gars. C'est comme, waouh, on n'a pas besoin de deviner. Maintenant, on a des réponses claires. Et comme je l'ai dit, quand on vient donner des réponses claires, qu'on n'est pas bizarre à traiter les gens de non ou à dire tout un tas de choses, ça permet aux gens de se dire, OK, je me sens un peu plus en confiance avec ce processus parce qu'on a de la communication. C'est la réalité. Donc, je voulais juste vous tenir au courant à ce sujet. Aussi, une autre chose qui vraiment, je pense, les a surpris, et je pense que ça m'a surpris aussi, c'est de revenir sur cette retraite dans les Hamptons. Ce qui me dérange avec la retraite dans les Hamptons, et je leur en ai parlé, c'est que je me sens mal à l'aise à cause du nombre de petits mensonges qui ont été racontés. Je pense avoir été claire à ce sujet. Seth Dillon a clairement mis Charlie sur la sellette lors de cet événement, même si c'était dans un contexte hypothétique, et il s'est vraiment emporté dans cette hypothèse. Le fait que Charlie discute de la possibilité de tweeter quelque chose contre Bibi Netanyahu a vraiment déclenché un moment explosif. Encore une fois, c'est le genre de situation où je me demande pourquoi je suis toujours celui qu'on laisse tomber, qu'on expose, simplement parce que je dis la vérité aux gens. Surtout que je n'étais pas en train de dire « Ah, eh bien, Seth Dillon a détruit Charlie Kirk ». J'ai juste dit, voilà, c'est ce qui s'est passé. C'est un fait. Cela s'est réellement produit. Et pourtant, tout le monde publie des déclarations étranges et ils ne sont pas honnêtes dedans. Et je leur disais que ça me mettait vraiment mal à l'aise. Et j'aimerais vraiment en savoir plus à ce sujet. BBNet et Yahoo proposent de financer Turning Point pour passer au niveau supérieur. À ce moment-là, Erika a dit qu'elle n'était pas au courant de cela. Il est évidemment tout à fait possible que cela soit resté dans la sphère business de Turning Point USA. Mais je suis absolument certain que je n'ai pas eu cette information d'une source obscure selon laquelle BB aurait proposé de financer Turning Point pour passer au niveau supérieur. Et cela faisait partie de ma frustration. Avec ça, cette discussion avec Alex Clark où Andrew a dit « Ah, il n'y a jamais eu 150 millions de dollars, c'est inventé ». Vous savez, je leur ai dit, Andrew Colvett était ma source. Andrew Colvett m'a dit textuellement que BBNet et Yahoo avaient proposé d'emmener Turning Point au niveau supérieur et que Charlie avait refusé cet argent. Donc j'ai dit, il y a un certain dilemme quand je me fais comme critiquer par toutes ces voix et ces gens qui m'attaquent ainsi que ces campagnes payées. Et quand je dis payées, oui, d'accord, j'ai en fait les noms des personnes, différentes façons dont elles sont payées. Certaines sont payées par des agences de relations publiques.
Beaucoup trop sont payés par Prager University, ce qui me dérange parce que je connais Marissa et c'est juste sale. Mais c'est particulièrement fou quand les gens appellent ça un complot, alors que je partage des choses qui m'ont été dites par le porte-parole de Turning Point USA. D'accord? C'est bizarre. Et oui, ils ont été transparents. Personne n'a jamais nié cela. Donc, cela ne faisait pas partie de notre liste de mensonges concernant le fait que DB Netanyahou l'a bien appelé. D'accord, c'est bien arrivé. Bibi l'a partagé d'ailleurs. Notre source pour cela aurait tout aussi bien pu être Bibi Netanyahou. Et il n'y a pas beaucoup de clarté sur, je ne sais pas pourquoi certaines personnes pensent qu'il n'a pas fait cette proposition et pourquoi de façon aussi catégorique. 3 sources différentes, qui seraient au courant de cette affaire, m'ont confirmé que Bibi Netanyahou avait bel et bien fait cette proposition. Je n'ai jamais dit 150 millions de dollars, jamais, pas une seule fois dans cette émission. Je n'aurais même pas dit ça, d'ailleurs. Si tu avais dit « fais passer Turning Point au niveau supérieur », j'aurais en fait supposé que c'était plus, pour être honnête. C'est une offre conséquente et cela soulève beaucoup de questions. Donc, il n'y avait pas beaucoup de clarté à ce sujet. Enfin, je veux ajouter, bien sûr, que j'étais enfermée dans cette réunion pendant que des gens en ligne étaient en train de... Encore une nouvelle vague de démystification des avions égyptiens. Je veux être très claire. Nous avons discuté des avions égyptiens et depuis, j'ai travaillé sur un document incroyable à ce sujet que nous allons mettre en ligne sur notre site web parce que j'ai réalisé que lorsque nous avons partagé ce tableau, les gens ont supposé cela. L'une des colonnes qui indiquait en fait où les avions avaient atterri ce jour-là, parce que c'était plus ou moins 3 jours, correspondait exactement à l'endroit où Erika se trouvait ce jour-là, et cela était inexact. J'ai transformé la semaine dernière en une frise chronologique interactive pour notre site web. Ces avions égyptiens sont incroyablement louches et suivaient les événements de Turning Point USA Faith. Erika y était présente. Charlie était présent à certains d'entre eux, mais ici, le schéma est indéniable. Alors, laissez les sceptiques et les gens faire des vidéos pour essayer de, débunker ces avions pour la 5e fois. Je veux aussi vous dire que je suis très confiant, je sais pourquoi ces avions ont provoqué une telle panique. Et c'est parce qu'il existe des preuves accablantes que ces avions font régulièrement des allers-retours avec Israël. Et je vais présenter ces preuves demain. Je le dis avec conviction. Je me sens très sûre de dire que ces avions égyptiens font des allers-retours. Et remarquez, je parle d'avions au pluriel. Parce que une fois que j'ai pu relier des personnes qui étaient sur ces avions à d'autres avions égyptiens, j'ai pu comprendre que ces avions font des allers-retours avec Israël et qu'ils éteignent leur transpondeur à chaque fois qu'ils le font. Cela explique parfaitement pourquoi il y a eu cette panique générale, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme si nous avions un puissant lobby égyptien aux États-Unis. On se dit « Wow, encore ces fichus Égyptiens qui essaient de censurer TikTok ». Chaque personne impliquée joue un rôle, Barry acting. Ce sont les suspects habituels qui agissent si quelque chose représente une menace pour Israël, d'accord? Ils auraient dû simplement être transparents, faire semblant que c'était un changement anodin. Au lieu de ça, ils essaient de nous manipuler et franchement, ça commence sérieusement à m'énerver. Donc, je me suis focalisée sur ces avions égyptiens parce que c'est comme ça que je suis, d'accord? Vous continuez à me pousser et à me pousser. Je vais finir par devenir un expert de ces avions. J'apprendrai à construire un avion égyptien. La réalité, comme je l'ai dit, c'est que demain, je vous montrerai comment ces avions sont liés à Israël. Et il n'y a aucun moyen de prouver le contraire, donc voilà. On en reparlera plus tard. On revient tout de suite après avoir laissé la parole à quelques-uns de nos sponsors. Très bien, quand ils intensifient l'avortement, nous devons soutenir la vie avec Preborn. Nous pouvons aider à sauver des bébés et à soutenir des mères dans le besoin. Clinique de Preborn sauve des centaines de bébés. Lorsqu'une mère voit son bébé à l'échographie et entend ce battement de cœur, ses chances de choisir la vie doublent. Grâce à un généreux programme de jumelage, votre don sera doublé. 2 fois plus d'échographies, 2 fois plus de vies sauvées et 2 fois plus de mères d'espoir. Elles reçoivent des couches, des sièges auto, un accompagnement psychologique et des soins jusqu'à 2 ans. Si vous avez entendu parler de Preborn et que vous n'avez pas agi, il n'y a pas de meilleur moment maintenant. Leur travail est l'un des plus importants pour guérir notre pays. Une échographie ne coûte que 28 $. Vous pouvez évidemment donner 10 fois ce montant.
Rendez-vous sur preborn.com/Candice si vous souhaitez faire un don. C'est preborn.com/Candice. Je veux aussi vous parler de PDS Debt, car que vous ayez des difficultés avec des cartes de crédit, des prêts personnels ou des factures médicales, PDS Debt propose des solutions personnalisées pour vous aider à sortir de l'endettement. Ils vont au-delà des chiffres pour comprendre votre situation financière unique et élaborer un plan personnalisé conçu spécialement pour vous. Aucun score de crédit minimum n'est requis. Ils sont là pour vous aider à économiser davantage, à rembourser vos dettes plus rapidement et à remettre l'argent là où il doit être, c'est-à-dire dans votre poche. PDS Debt est noté A+ par le Better Business Bureau. Il compte des milliers d'avis 5 étoiles sur Google. Et il détient une note de 5 étoiles sur Trustpilot. Pourquoi? Parce que PDS a aidé des centaines de milliers de personnes à sortir de l'endettement. Chaque mois d'attente vous coûte plus en intérêts et en frais. Le meilleur moment pour commencer, c'était probablement hier. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant, alors n'attendez pas un mois de plus. Reprenez le contrôle en 30 secondes. Obtenez votre évaluation personnalisée gratuite et la meilleure option pour vous sur pdsdebt.com/Candice. Encore une fois, c'est pdsdebt.com/Candice. Aussi, si vous vous demandez où est le meilleur endroit pour regarder mon émission, sans que les géants de la tech décident de ce que vous êtes autorisé à voir ou des sujets considérés comme acceptables, honnêtement, la réponse, c'est Rumble. Si vous n'êtes pas déjà sur Rumble, Rumble est la plateforme de liberté d'expression. Nous formons une immense communauté de créateurs indépendants qui en ont assez de la censure, de la démonétisation et du shadow banning. Nous construisons de vraies audiences. La plupart des gens ne le savent pas, mais Rumble héberge en réalité certains des plus grands lives politiques au monde. C'est l'endroit où les créateurs peuvent s'exprimer sans limitation de portée ou contenu enterré par un algorithme idéologique qui travaille contre eux. Le meilleur dans tout ça, commencer prend 10 secondes et c'est gratuit. Prenez votre téléphone, ouvrez l'App Store ou Google Play, tapez Rumble et appuyez sur Télécharger. Une fois connecté, recherchez Candace Owens et cliquez sur Suivre pour ne jamais manquer un nouvel épisode. Vous recevrez une notification quand je serai en direct. Si la liberté d'expression vous importe, si vous voulez des plateformes respectant votre droit de penser et si vous êtes fatigué que la tech décide ce qui est autorisé, il est temps d'agir. Votre voix compte et les plateformes que vous choisissez comptent tout autant. Vous pouvez passer sur Rumble dès aujourd'hui. Cliquez sur le lien ci-dessous, téléchargez l'application et rejoignez-nous. D'accord. Quelques points à aborder. D'abord, je viens de recevoir une mise à jour en direct et je pensais que c'était Danny McCoy. Sur le journal des appels, je dois corriger cela et je vais le faire et nous le couperons au montage ici, mais ce n'est pas Danny McCoy, c'est Danny, un autre des assistants de Charlie. Donc je vais corriger cela. Merci de corriger cela si vous faites des vidéos. Ce n'est pas Danny McCoy, c'est lui qui l'a appelé puis l'a rappelé après. C'est un autre assistant de Charlie. Nous voulons donc être précis. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé que c'était Danny McCoy dans ma tête. J'ai peut-être fait ça. D'accord. Une autre chose que vous avez peut-être remarqué, c'est que nous entrons dans cet espace étrange où il semble presque écrire une sorte de fanfiction sur Candace Owens. Je ne peux même pas répondre aux choses. Et beaucoup d'entre vous sentent que c'est parce que nous nous rapprochions. Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord que ces attaques qui sont devenues hystériques, enfin, je ne peux même pas commencer à vous raconter les conversations entre moi et mon attaché de presse. Je disais, il n'y a vraiment rien à quoi répondre. Je veux dire, il n'y a même pas une seule phrase là-dedans qui soit vraie. À titre d'exemple, d'ailleurs, le New York Post fait ça. Un article aujourd'hui, on en riait vraiment. OK, genre, à l'intérieur, le monde sadique et dangereux de Candace Owens qui monétise des conspirations sans fondement. C'est après, d'ailleurs, qu'ils ont modifié la page Wikipédia de mon mari en disant qu'il était qatari, comme s'il avait un passeport ou la citoyenneté qatari. Je ne pense même pas que mon mari ait jamais survolé le Qatar. Je peux me tromper, mais je ne crois pas qu'il y soit jamais allé. Je sais qu'il n'a jamais été au Qatar. Je ne pense pas qu'il ait jamais survolé le Qatar. Ils inventent tout ça, rendent ça viral, quoi que ce soit. Je pense que c'est en train d'arriver. C'est une opération psychologique, car ils nous forcent à réagir constamment au lieu de nous concentrer sur l'enquête, d'où mon week-end là-dessus. Je me suis concentrée sur les avions égyptiens, c'est complètement fou. Quand on voit une tempête médiatique, cela n'arrive que dans ces conditions. Les sionistes s'unissent et lancent des attaques parce qu'ils contrôlent souvent les médias. C'est un fait.
OK, d'une manière ou d'une autre, les sionistes contrôlent les médias de l'Empire et ils ont peur de quelque chose dans cette enquête. Nous l'avons remarqué depuis le tout début. Donc, ils ont écrit dans cet article du New York Post, juste pour vous donner un exemple de la folie de la situation. Ils ont dit qu'ils avaient une source interne qui leur avait confié que, pendant que j'étais au Daily Wire, je me disputais constamment avec des gens de la source même, qu'au cours de ma première semaine, j'ai lancé mes clés de voiture à un producteur et j'ai attendu de lui qu'il gare ma voiture. Cette phrase m'a vraiment fait éclater de rire, parce que jamais, durant tout le temps où j'ai travaillé pour le Daily Wire, je n'ai conduit ma voiture pour aller au travail. D'accord? Je ne l'ai tout simplement pas fait. Ils avaient un chauffeur qui m'emmenait là-bas. Donc, je ne vois pas pourquoi j'aurais soudainement pris les clés du chauffeur pour les lancer à quelqu'un. Mais littéralement, je n'ai jamais conduit jusqu'au Daily Wire. Donc, quand je parle de fanfiction, je me dis, c'est vraiment de la fanfiction. Ensuite, ils disent que j'ai fait ça à un producteur et que j'ai exigé que d'autres le fassent. Ma façon de travailler ne pourrait pas être plus éloignée de la vérité. J'ai toujours fait mes propres émissions. Je ne peux pas lire un script. J'improvise mes émissions. Je pense que c'est assez évident que j'exigeais. Un énorme studio a essayé d'utiliser son agence de relations publiques pour obtenir la couverture du magazine People. C'est carrément de la fanfiction. Il n'y a même pas l'ombre d'une preuve. Je ne pense même pas qu'on ait jamais eu une conversation à propos du magazine People parce que ce ne serait pas un média habituel pour des conservateurs. Dire que je voulais être en couverture de People, c'est insensé. Et ils ont dit que leur source affirmait aussi que, soi-disant, mon équipe me détestait. Mon équipe m'a suivi quand j'ai été licenciée. Toute mon équipe est ici. Donc, je me disais juste, OK, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi parle-t-on du Qatar? Pourquoi invente-t-il ces choses? Et je suis arrivée à la même conclusion que toi. C'est parce que nous sommes dangereusement proches de quelque chose. Je pense qu'il faut continuer à insister sur la base aérienne de Huachuca, ce que nous faisons. Et demain, nous allons reprendre l'enquête. Nous allons simplement ignorer le bruit parce que, comme je l'ai dit et comme je l'ai toujours affirmé, je crois que Charlie a été trahi par des personnes qui lui sont proches. Et j'ai posé cette question lors de la réunion. Je me suis dit, d'accord, si on peut admettre que tout le monde autour de toi, j'ai dit, je sais qu'il y a des gens à Turning Point, ce ne sont pas de bonnes personnes, n'est-ce pas? Et il est tout à fait possible que des personnes, si elles ont des addictions, vous savez, on peut vraiment se retrouver dans une situation où l'on est prêt à trahir quelqu'un. C'est une organisation immense. Comment pouvons-nous affirmer avec autant de certitude que personne n'a eu quoi que ce soit à voir ici avec quoi que ce soit? Erika disait, je ne suis pas féministe. Je ne voulais pas de cette ambiance, même si je pense que ça donnait l'impression d'être féministe. Dire que c'est toute ma famille. Comment toute ta famille? Je connais des gens dans cette famille. Ce ne sont pas de bonnes personnes. Je ne ferais même pas ça avec ma propre famille. OK, j'ai des gens dans ma famille, comme nous tous, tu sais, qui ne suivent pas vraiment le droit chemin dans la vie. Et oui, donc j'ai communiqué cela. Je n'ai pas changé d'avis à ce sujet. Je ne vais pas arrêter de faire des recherches sur les personnages dans cette histoire qui ne m'inspirent pas confiance. Mais en plus du fait qu'ils inventent et créent des choses, Tim Pool est maintenant allé jusqu'à affirmer de façon extraordinaire que j'ai la même sécurité que Charlie Kirk et que je suis une fraude. Et en fait, que j'ai exactement la même sécurité. Vous vous souviendrez que Tim a justement dit cela il y a une semaine. Que je n'ai aucune sécurité, d'accord? C'était Tim Pool il y a une semaine. Elle est en train de tout détruire et elle s'en vante et sourit pendant qu'elle le fait. Et tu sais ce que tu m'as dit? Elle n'a aucune sécurité. Elle n'a pas à gérer ça. C'est nous qui devons gérer ça. C'est une espèce de... Elle a de la sécurité, juste pas au même niveau que toi. Ah oui, le gros type dont tu as parlé, sans mur ni barrière, dans un quartier résidentiel avec des voisins. Elle s'en fiche complètement. Personne n'en a après elle. Elle ment sur tout ça. C'est ce que tu m'as dit. Tu es allé chez elle et elle a un mur d'1,20 m et un gros type. Et elle se fiche complètement de sa sécurité. Donc ça, c'était Tim, lundi dernier. C'est Tim qui disait que je n'avais aucune sécurité, à part un gros type, ce que je t'ai dit être faux. Maintenant, il dit ça. Écoute un peu. D'accord. Je vais dire des choses que je ne devrais probablement pas dire, mais je vais les dire parce que je m'énerve toujours beaucoup à ce sujet. Candace Owens a la même équipe de sécurité que Turning Point et Charlie Kirk avaient. Elle ment. Elle a les mêmes personnes pour sa sécurité.
J'ai creusé cette histoire. J'ai rencontré des gens et j'ai discuté avec eux. Et je ne devrais pas trop en dire parce qu'il y a d'autres choses qui vont bientôt sortir. Parce que, soyez-en sûrs, des gens sont en train de déposer des documents juridiques contre elle. Candace a la même équipe de sécurité ou a utilisé les mêmes sociétés de sécurité et le même personnel de sécurité que Charlie et Erika. Donc, quand elle se présente et les remet en question, elle ment carrément. J'ai invité beaucoup de ces personnes à venir ici. On verra ce qui se passe. On verra quand ils pourront. Le problème, c'est qu'au moment où Candace passe dans son émission devant des millions de personnes et ment, les poursuites commencent. Et que se passe-t-il quand les poursuites commencent? Les gens n'en parlent pas en interview. Elle exploite cela et elle sait qu'elle le fait pour garder les gens enfermés dans cette folie. Team contre team, invaincu. Et ce que je dirais aussi, c'est que tout ça, c'est un mensonge. C'est presque comme s'ils avaient juste passé un appel, comme s'ils devenaient trop proches et qu'ils avaient dit « Je me fiche de ce que tu écris. Je me fiche que ce soit complètement inventé. » Rends-le crédible. Dis que son mari là-bas dit quelque chose comme « Ils s'en prennent à mon mari. Ils s'en prennent à moi. » Et ils inventent des choses. Je n'ai jamais employé la même équipe de sécurité que Charlie Kirk. Jamais. Nous avons pris des chemins différents très tôt, en fait, il y a longtemps. C'était, comme ça a évidemment été rendu public, avant qu'il ait Schaefer Security. Et Schaefer Security, qui était dirigé par Greg Schaefer, lequel a publié une déclaration officielle, avait au départ Dan Flood et Brian Harpool qui travaillaient pour eux. J'ai dit à Charlie que je n'aimais pas l'appareil de sécurité. J'ai pris ma propre sécurité séparée de celle de Charlie dès le tout début. D'accord? C'est un fait. C'est tout simplement un fait. Il n'y a aucun moyen de changer ce fait. Essayer cette stratégie du « tu vas te faire poursuivre », c'est juste menacer quelqu'un. S'il y avait la moindre vérité là-dedans, on ne peut pas simplement déposer des documents juridiques, envoyer une mise en demeure. Ce que vous avez dit dans votre émission était faux. Corrigez cela, s'il vous plaît. D'accord? Et si j'ignore cela, vous avez des raisons de déposer. Nous n'avons reçu aucune mise en demeure de la part de la sécurité de Charlie. C'est culotté de déposer plainte quand quelqu'un a été assassiné sous votre surveillance. Parce que j'ai dit avec exactitude que le message de Brian Harpool, celui qui l'a montré, appartenait à Dan Flood. C'est vrai. Et qu'ils n'ont pas fait de visite ce jour-là. Ils ne l'ont pas fait. Et si je me trompe sur quelque chose et que vous souhaitez me prouver que, en réalité, vous l'avez fait, envoyez-le, envoyez-moi la preuve. Nous ne cherchons qu'à connaître la vérité et nous ne l'obtenons pas. Nous ne nous attendons certainement pas à l'obtenir de Tim Pool. C'est fou. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Mais je pense que c'est en ce moment la stratégie sioniste et c'est pourquoi je veux vous encourager à rester concentrés. Huachuca, sur lequel nous allons beaucoup revenir demain parce qu'il y a quelque chose là-bas. Et je pense que cela a provoqué une panique, ainsi que les plaines égyptiennes qui, je vous le dis, remontent, se rattachent à Israël. Et je pourrais le prouver demain à tous les sceptiques. Et encore une fois, c'est uniquement parce que c'est ainsi qu'ils agissent. Ils réagissent toujours de façon excessive. Et cela nous indique alors que nous sommes proches. Ils sont comme une alarme. Ils ne sont qu'une alarme. Autre chose que je voulais vous montrer, au fait, je pensais qu'on n'était pas censé faire de direct pendant qu'on parlait. Mais Turning Point, apparemment, a son émission quotidienne, mais je n'ai pas eu l'impression que cela m'avait été communiqué. On aurait dit une trêve, puis elle a été violée. Mais ils ont eu une conversation intéressante dans leur émission hier, dans le Charlie Kirk Show, à propos de ce procès, le procès à venir concernant Tyler Robinson. Et voici ce qu'ils avaient à dire. Écoutez bien. Ceci provient du document d'inculpation. La mère de Robinson a expliqué qu'au cours de l'année, il était devenu plus politisé, penchant à gauche et plus favorable aux droits des personnes gays et trans. Elle a déclaré que Robinson sortait avec son colocataire, un homme transgenre. Cela a mené à des discussions familiales, surtout entre Robinson et son père, aux opinions politiques très différentes. Lors d'une conversation avant la fusillade, Robinson a mentionné que Charlie Kirk organiserait un événement à Luvu, ce que Robinson a qualifié, je cite, de lieu stupide pour l'événement, et il a accusé Kirk de propager la haine. Et quand on voit à quel point l'accès au toit est facile, on commence à faire le lien. Et vous vous rendez compte que Robinson avait un plan dont il comptait finalement profiter. Et il savait évidemment à quel point il était facile de monter sur ce toit, ce qui est terrifiant. C'est vraiment le cas. Et regardez, l'une des autres choses qui circulait depuis longtemps, c'était que, vous savez, vous, TPUSA, le chapitre local comme vous tous, vous n'avez pas fait la promotion de cet événement avant seulement quelques jours auparavant.
Maintenant, ce que cela sous-entend, c'est que cela ne laisse pas assez de temps à Tyler pour préparer cela. Et ce que nous avons découvert avec un peu, je ne sais pas, 20, même pas 5 minutes de recherche sur Google et d'observation. Regardez, vous aviez déjà publié l'information sur votre site web dès le 27 août. Donc, nous avons au moins presque 2 semaines complètes avant l'événement où non seulement l'heure, mais aussi l'emplacement exact dans la cour de l'UVU était connu. Donc, quand on a plus de 10 jours pour préparer et qu'il semble que Tyler connaissait déjà le campus, au départ, beaucoup du mystère autour de tout ça commence à s'envoler et cela commence vraiment à correspondre exactement à ce qui est avancé par l'État de l'Utah et le FBI dans les documents d'accusation. Oui. Et nous pouvons en témoigner. Vous savez, Andrew Cypher, qui est notre responsable de terrain. Vous savez, Charlie. Parfois, il annonce les événements. Vous savez, 7 ou 10 jours à l'avance. Si une place se libérait dans son emploi du temps, il pouvait organiser ces événements en plein air. C'était un délai d'organisation assez court. Et donc, toute cette théorie tombe un peu à l'eau. Donc, à moins que je ne me trompe, et je ne suis pas parfait. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on a travaillé dur pour savoir quand cet endroit a été révélé pour la première fois. La première fois que nous avons vu que la cour était mentionnée, parce que Charlie parle lors d'événements, on supposerait qu'ils sont à l'intérieur, non? Tu n'as aucune idée d'où c'est, donc tu ne peux pas savoir si tu as une vue sur la cour, à moins de savoir que Charlie parle dans la cour. La première mention que nous avons trouvée date du 2 septembre. Les médias locaux ont mentionné sur KMYU que Charlie parlait à UVU. Dans la cour. D'accord, c'est la première fois que nous avons trouvé cela. Si je me trompe, merci de me le signaler, parce que ce à quoi il fait référence. Le 27 août, cela s'est produit. Ce que nous avons aussi sur notre chronologie, et c'est pour ça que j'adore une chronologie, c'est que TPUSA, UVU et le chapitre local de BYU ont partagé un visuel annonçant que Charlie venait à UVU, mais il n'y avait absolument aucun détail sur le lieu. Donc cela détruit en fait l'idée qu'il aurait pu, en pratique, aller escalader des toits avant le 2 septembre. La première mention publique, c'est le 2 septembre. Donc, ils ont annoncé l'événement le 27 août, comme il le dit, sans aucun détail sur le lieu. Et puis, le 2 septembre, des détails sur le lieu sont fournis pour la première fois par les médias locaux. Prouvez-moi le contraire, d'accord? Prouvez-moi le contraire, si jamais je me trompe, parce que je pense vraiment qu'on a été minutieux là-dessus. Je mettrai ma chronologie à jour. Sinon, cela soulève alors la question. Ils doivent sûrement avoir des images. Après le 2 septembre, où il a testé le toit d'une manière ou d'une autre pour ensuite se rendre compte « Ah, ça va être un événement en plein air. » C'est une occasion pour moi de m'en prendre à lui. Nous attendons cela. Et comme je l'ai dit, on m'a dit qu'ils n'ont rien que le public n'ait pas déjà. Donc, ce n'est pas évident pour moi. Je ne pense pas que ce soit évident pour le public. Maintenant, je veux parler de Viva Frey, qui a dit ceci à propos des drones. Oh, désolé. Je veux dire, désolé à propos des messages textes de Tyler Robinson. Beaucoup de choses ont été dites à propos de ces échanges de messages qui ont eu lieu entre Robinson et son amant trans, Fury, gay, peu importe. Et les gens disent que ça ne sonne pas juste, que ça ne paraît pas normal. Eh bien, il y a une vidéo que je veux que tout le monde regarde, faite par Turkey Tom. Je crois que tu l'as regardée maintenant, Viva, et cela a été authentifié car quelqu'un était dans les discussions Discord avec eux et apparemment, il a passé du temps avec eux dans cet appartement. Et il a dit, à 100%, c'est bien comme ça qu'il parlait, ce qui est une découverte frappante. Nous allons approfondir cela, probablement demain ou après-demain, selon comment se passe aujourd'hui. Mais je veux dire, je comprends le scepticisme à ce sujet. Au début, ça m'a frappé aussi. Mais apparemment, c'est bien comme ça qu'il parle, Viva. Ce n'était pas la chose la plus invraisemblable à croire. D'accord. Donc, tu as un message texte, il se lit, que ce soit ou non ainsi qu'il parle. Des gens disent qu'ils ont été fabriqués ou rédigés par une IA. Dans la mesure où ce sont des messages confirmés, tu peux en tirer les conclusions que tu veux après ça. Mais que ce soit ou non ainsi qu'il parle habituellement, dans la mesure où il s'agissait de vrais messages, il montre ce qu'il montre, à savoir si son amante était ou non au courant de ce qui se passait. Tu graves des balles et ce n'est peut-être pas pour un entraînement de tir sportif. Quand je dis que je ne crois pas à la version officielle, il faut revenir sur plusieurs points ici. J'ai exposé ma meilleure théorie sur ce qui s'est passé.
Je veux savoir qui était sur le chat Discord à l'avance, de quoi ils discutaient et s'il pouvait y avoir eu une autre influence étrangère. Quand je dis étrangère, je ne parle pas d'un gouvernement étranger, mais d'une influence extérieure. Tyler Robinson se fait radicaliser à peu près au même moment que Thomas Crooks, à peu près au même moment que l'autre gars, Ryan Ruth. Vous savez, il se fait radicaliser à une période politiquement pertinente, à peu près au même moment, curieusement, que le suspect présumé dans l'affaire du poseur de bombes du 6 janvier. Vous savez, une période où la violence politique pourrait être très utile pour l'élection à venir. Donc, le moment de la radicalisation est très intéressant pour voir s'il était ou non déjà sur le radar de quelqu'un. Nous ne le savons pas encore et pourquoi il n'y aurait pas de confirmation à ce sujet. Cela peut susciter des soupçons. Tu te souviens du vieil homme, George Zinn, arrêté pour avoir prétendu être le tireur du jour en question, puis il se fait coincer pour des images pédopornographiques sur son téléphone. Dans ma tête, si je formule une théorie plausible ici, George Zinn était probablement sur un chat Discord avec une bande de jeunes pervers, et lui c'est un vieux pervers, et il prend son pied à faire ce qu'ils font sur ses chats. Il sait ce qui se passe. Il se pointe là-bas et pense qu'il va servir de leurre ou de distraction utile pour Tyler Robinson. Parce qu'ils savent ce qui se passe, c'est ma théorie. Mais tu sais, c'est comme ça. L'absence de divulgation totale, le manque total de confiance que quiconque a, pas seulement envers le FBI en soi, mais envers n'importe quelle force de l'ordre d'État. Personne n'a plus confiance dans nos institutions, et cela pousse les gens à passer d'un scepticisme sain à ne plus rien croire du tout, jusqu'à inventer les théories du complot les plus extravagantes qu'on puisse imaginer. Mais ensuite, ces messages textes, on peut comprendre comment ils amènent les gens à tirer ce genre de conclusions. Et tu sais, apparemment, les rumeurs disent que Kash Patel, tu sais, s'énerver contre Tulsi Gabbard et Joe Kent parce qu'ils essaient d'examiner une éventuelle piste terroriste dans cette affaire, ça ne fait rien non plus pour renforcer la confiance dans le système. Écoute, je pense que ce qu'il dit est tout à fait valable. Nous pouvons supposer ce qui s'est passé ce jour-là. On peut ignorer que c'est moi qui ai révélé que les infirmières de l'Utah Valley qui ont soigné George Zinn avaient reçu des instructions. Tout le monde ignore les infos que j'ai sorties. Elle n'a aucune preuve. Mais il a dit avoir dit aux infirmières qu'il avait été payé pour ça. Donc, on peut tous théoriser ce qu'on va faire en l'absence de faits. Mais je dirais que c'est bien que Turning Point donne au moins la parole à ce sujet, non? J'ai l'impression qu'avant, c'est peut-être même la première fois. Andrew Colvett a exprimé qu'il trouvait ces messages étranges au départ. C'est bien, c'est ce que les gens veulent. Ils veulent de l'air frais chez Turning Point USA. Ils veulent des perspectives différentes. Ils veulent sentir que vous êtes prêt à avoir une conversation et qu'au moins vous allez défendre les gens. Quand on les traite de menteurs alors qu'ils disent la vérité sur quelque chose, ce serait plus authentique, je pense. Et donc je le suis. Juste pour le dire, je suis très heureux que nous soyons sur de bien meilleures bases et que nous ayons ouvert les lignes de communication. Je pense sincèrement que Justin Stripe a fait un excellent travail en modérant cette conversation hier. Et je veux aussi remercier Megyn Kelly parce que c'est ce que nous essayons de faire. Cela se passait en coulisses, vraiment, depuis que Blake Neff a raté la première invitation. Et merci. C'est en grande partie grâce à vous, chez vous, qui vous êtes dit « Mais c'était quoi ce truc ?» Et je pense qu'ils ont reçu suffisamment de critiques pour se dire « OK, il faut qu'on règle ça. » Mais je veux le féliciter d'avoir permis que cela se produise, d'avoir été la personne qui, vous savez, a retroussé ses manches et s'est dit « OK, faisons vraiment en sorte qu'une conversation ait lieu et commençons à répondre à certaines questions, ce qui, à mon avis, a été bien fait. » Et Megyn Kelly, qui devait initialement, lorsque nous allions diffuser la conversation en direct avant l'épisode Barry Weiss, Megyn Kelly s'était proposée pour modérer cette conversation. Je pense qu'elle aurait fait un très bon travail. Je pense vraiment qu'elle a su rester très impartiale. Elle n'a pas été hystérique. Démoniaque, c'est mal, comment Candace ose-t-elle? Et j'ai apprécié cela. Elle a dit « Je ne suis pas d'accord avec Candace, mais je ne pense pas non plus qu'elle fasse cela parce qu'elle a été possédée par un démon. Je pense qu'elle croit vraiment à ces choses, et moi aussi, et j'ai le droit de croire à ces choses. Et je ne ressens rien de différent à propos des personnes que j'ai mentionnées dans cette émission et que je trouve louches à Turning Point USA. Et avec le temps, nous verrons si j'avais raison ou non. Je pense que c'est vraiment à cela que ça se résume. Mais dans l'ensemble, c'était assurément une conversation productive. Je sais que ça a duré 4 heures, d'autres choses me viendront à l'esprit quand elles seront pertinentes, mais je pense que c'est une bonne pause pour l'instant avec nos sponsors. Très bien, les amis. Pour beaucoup de familles, les fêtes riment avec excitation, mais aussi stress.
Entre les cadeaux, les voyages et la hausse des prix, il est facile de se sentir dépassé, surtout si vous comptez déjà sur vos cartes de crédit pour couvrir les dépenses de base. Si cette dette s'accumule, sachez que vous n'êtes pas seul. Si vous êtes propriétaire, vous avez peut-être envisagé de changer pour American Financing, mais avez hésité à renoncer à votre faible taux hypothécaire. C'est pourquoi American Financing a créé le Smart Equity Loan, solution simple et intelligente pour remettre vos finances sur les rails sans sacrifier votre faible taux. Contrairement à une ligne de crédit hypothécaire, ELOC, qui peut fluctuer avec le marché, le Smart Equity Loan propose un taux fixe, vous garantissant un paiement mensuel prévisible. Il vous permet d'utiliser la valeur nette de votre maison pour rembourser des dettes à taux d'intérêt élevé, libérer votre trésorerie, tout en conservant votre prêt hypothécaire actuel. Il n'y a aucun frais initiaux pour savoir si vous êtes éligible. Appelez American Financing au 807-795-1210. C'est le 807-95-1210. Ou vous pouvez visiter americanfinancing.net/Owens. americanfinancing.net/Owens. Je veux aussi vous parler du Purge Store. Vous savez, on vous dit de craindre le monde extérieur, mais le vrai danger peut se trouver à l'intérieur de votre intestin. Je parle des parasites. Ces parasites peuvent prendre de nombreuses formes différentes. Des parasites microscopiques, des champignons, des vers. Ce n'est pas seulement un problème du tiers-monde. Vous pouvez attraper des parasites par vos chats, vos chiens, en voyageant en camping-car ou même en mangeant des sushis. En ce moment, on estime que 4 milliards de personnes, soit plus de la moitié de la planète, sont des hôtes involontaires de parasites. Rien qu'aux États-Unis, 60 millions d'Américains souffrent de parasites. Les parasites affaiblissent votre système immunitaire, provoquer des cancers, déclencher des réactions auto-immunes et libérer des toxines, troublent votre esprit, épuisent votre énergie. Si vous avez du mal à perdre du poids, souffrez de fatigue accablante, d'anxiété, de brouillard cérébral, d'envie de sucre, problèmes digestifs chroniques, il est probable que vous souffriez de parasites. Eh bien, PurgeStore.com propose une formule biologique mais puissante, entièrement naturelle, qui cible et élimine les parasites, puis les expulse agressivement de votre organisme. Purge n'est pas un médicament synthétique. C'est un remède à base de plantes, sûr mais puissant, qui peut être pris quotidiennement pour prévenir de futures invasions parasitaires. En ce moment, vous pouvez économiser 15% sur PurgeStore.com et n'oubliez pas d'utiliser le code promo Candice. PurgeStore vous offrira également un nettoyage du côlon gratuit avec un abonnement Purge pour vous aider à déloger et éliminer tout ce qui se trouve dans votre organisme. C'est le code promo Candice sur PurgeStore.com. Bon, quelques petites annonces, les amis. Si vous voulez acheter Make Him a Sandwich pour Noël, vous pouvez le faire sur Amazon. Si vous voulez une réduction, achetez-le directement chez nous sur makehimasandwich.com. Vous bénéficierez de 20% de réduction. Nous avons des exemplaires dédicacés sur candiceowens.com. Nous avons de nouveaux produits dérivés sur le site qui font aussi d'excellents cadeaux de Noël. Nous avons plein de produits sympas en ce moment. Bien sûr, nous avons notre collection A, on ne sait pas non, mais on sait. Et nous avons notre collection CIA que nous avons depuis un certain temps. Encore une fois, c'est la période des fêtes. Alors allez-y, foncez et récupérez le meilleur commentaire du dernier épisode. Vous feriez mieux de continuer à poser des questions car c'est la seule chose qui nous garde libres. C'est une citation directe de Charlie Kirk et c'est pour ça qu'on le fait. Ça nous permet effectivement de rester libres et on sent tous la pression. C'est comme s'ils voulaient juste notre parole, ils veulent acheter la pensée rationnelle. Nous ne pouvons pas laisser cela arriver. D'accord? Dans cet épisode, Curbster écrit « Je prie pour que notre fille joue un jeu. Le jeu sur le long terme ultime, tout en restant fidèle à ses convictions et à nous tous qui la soutenons, elle et Charlie, depuis le début. Je prie pour que Dieu te garde forte, juste et fidèle à chaque pas que tu fais. Que Dieu sauve l'Amérique et nous protège tous. Je veux vous dire ceci, tout simplement. Si j'avais voulu me vendre, cela serait arrivé au cours des 2 dernières années, d'accord? Ces offres ont été faites. Ces menaces ont été proférées. J'espère que vous avez vu ce que j'ai traversé pour rester moi-même, vraiment. Je me suis battue pour rester moi. Et ça a été difficile, et cela m'a vraiment fait apprécier le fait que nous vivons dans une matrice et que chaque élément est contrôlé. Et c'est pour cela qu'ils sont si féroces en ce moment à inventer des choses sur moi et ma famille. Parce que maintenant que j'ai choisi la liberté, ils détestent que j'ai cette liberté. Ils détestent qu'il n'y ait plus de menaces à faire. C'est ça. Alors ils se lancent simplement dans cette campagne de fanfiction, mais surtout pour les personnes qui comptent pour moi dans la vie. C'est ça.
Surtout pour les personnes dont j'ai soutenu la tête, qui ont soutenu la mienne aussi, vraiment. Des moments difficiles, comme Charlie l'a fait, que je me vendrais simplement au plus offrant et que je dirais, bon, eh bien, tu sais quoi, bébé m'a offert beaucoup d'argent, donc je vais arrêter d'en parler. Et je ne vais plus explorer cette piste où je vais, vous savez, vous répéter que c'était bien Tyler Robinson. Ce n'est tout simplement pas dans ma nature. J'ai toujours été le genre de personne qui sait que ça ne vaut pas la peine de vivre sa vie de cette façon. On se retrouve, enfin tout mon esprit serait corrompu. Je ne pourrais tout simplement pas le faire. J'ai du mal avec les gens qui en sont capables. J'ai du mal à voir des gens qui ont si clairement vendu leur âme sur Internet. C'est très frustrant à regarder. Centrale 848 écrit « Candace, s'il te plaît, examine la possibilité que Charlie ait été électrocuté et que le trou dans son cou ait été causé par le courant. Le courant serait passé par son collier et serait ressorti par sa gorge. Les images de ses mains carbonisées sont concluantes et frappantes. S'il te plaît, pour l'amour de Dieu, enquête là-dessus. » J'ai regardé cette vidéo que Baron Coleman a réalisée. Baron Coleman a fait un travail incroyable. Je lui ai dit que nous devrions collaborer. J'avais regardé une de ses vidéos sur Camp Huachuca. Il m'a fait remarquer des choses. Nous avons recherché d'autres éléments et c'est ce sur quoi nous allons avancer demain. Je peux vous dire de façon définitive, c'est un angle de caméra étrange. Elle semble tomber carbonisée sur les photos qu'il a montrées. Pourtant, ses mains n'étaient pas carbonisées lorsqu'il a été enterré. Ce que vous pensiez, c'était du maquillage. C'était une théorie convaincante. Mais ce n'était tout simplement pas le cas et j'ai toute confiance en la personne qui me l'a dit. Cela dit, si vous n'avez pas vu l'épisode du Baron Coleman où il développe ce que j'ai dit à propos du camp Huachuca, je vous le recommande. Il laisse entendre dans cet épisode une idée que je tiens à réfuter. Il laisse entendre, je crois même qu'il laisse fortement entendre que ça aurait pu être le vice-président sur la base, Vance sur la base. Et j'ai ensuite fait des recherches. J'étais genre, oh, wow. A-t-il raison? Il y a effectivement des événements vidéo. Il ne pouvait donc pas s'agir de Vance à la base. Là encore, je m'emballe un peu. Nous devrions en reparler demain. Mais c'est une vidéo très convaincante qu'il a réalisé un travail fantastique et je souhaite collaborer avec lui. On le fera peut-être cette semaine ou la semaine prochaine ou la semaine de Noël, je suppose. Je ne sais pas. On va trouver une solution. Jenna écrit « Tes vrais fans n'ont jamais douté de toi. Pas une seconde. Joyeux Noël à toi. » J'étais là genre « Tu es si nouvelle ici? » Ma fille, j'ai été mutilée, virée, caricaturée. Je regarde en ce moment. Ma famille traverse ça car ils sont désespérés. Je pense que nous sommes proches d'un éveil et de comprendre ce qu'est le vrai mal. Alors on va continuer à se battre. Zachary Loft écrit « Auditeur de longue date, premier donateur, pourquoi la discussion n'était-elle pas en direct? Pourquoi Brandon Tatum, le créateur que tu suis sur Instagram? » Ça faisait 2 questions. D'accord. Premièrement, pourquoi la discussion n'était-elle pas en direct? À l'origine, c'était censé être en direct. Ils ont dit, évidemment, t'as vu l'offre que Blake Neff a faite, qui n'était pas une vraie offre. Mais ensuite, ce qui a suivi, c'est Erika qui a communiqué avec Megyn Kelly et moi. Megyn Kelly jouait un peu le rôle d'intermédiaire. On essayait de trouver quelqu'un d'impartial, comme je l'ai dit plus tôt. Et puis, évidemment, on a eu l'impression que ça devenait un peu plus moche la semaine suivante. Et j'ai eu l'impression... Et je pense que c'était justifié qu'ensuite, elle a fait cette tournée médiatique et que c'était un peu dirigé contre moi. Donc ensuite, ils ont dit, enfin, par il, je veux dire que c'est surtout Justin Strive qui a dit ça. La situation est un peu tendue en ce moment. Et si on faisait pas une conversation off the record, mais une discussion privée, et en fait, je dirais que j'aurais aimé que ce soit en direct, mais je dois aussi admettre que je suis content que certaines parties ne l'aient pas été. Parce que j'ai ainsi pu leur dire certaines choses que je n'avais pas encore dites, des choses sur lesquelles je voulais vérifier des faits et obtenir des réponses, mais aussi leur révéler quelque chose que j'avais découvert. Je ne l'avais pas dit parce que je ne voulais pas nuire à l'entreprise d'une certaine manière, tu vois? Donc, une partie de cela est très pertinente pour la recherche de Charlie et ce qui s'est passé le 9-10, et une autre partie ne l'est pas. Donc, nous avons pu, je pense, avoir une meilleure discussion sur ce sujet hors caméra. Mais j'ai toujours été ouvert, et je le suis encore, à faire un live avec eux à tout moment. Je suis un livre ouvert. Ce n'était pas moi qui avais exigé que ce soit privé. J'étais prêt à faire un live. Mais je pense que Justine pensait qu'il serait préférable de le faire après, juste pour qu'on puisse un peu faire retomber la tension, ce qui, je pense, a vraiment été accompli. La tension est clairement retombée. Zachary Loft a écrit « Auditeur de longue date » pour... Oh, désolé, je viens juste de lire ça. Monsieur Bruce Lee écrit « Les gens dans le chat et sur beaucoup d'autres chaînes n'entendent pas ce qu'ils veulent entendre. » Donc, automatiquement, c'est « Eh bien, Candace a été payée. Les chats sont tellement remplis de bottes. »
Il vaut mieux en fait regarder les commentaires après l'épisode pour voir ce que les gens en pensent. On a eu tellement de gens qui ont parlé du fait qu'il y a énormément de bots dans le chat. Donc, concentrez-vous évidemment sur les mots que je dis. Évidemment, je n'ai pas été payé car je ne parlerai pas d'Israël sinon. Il y a quelque chose à explorer à ce sujet. Nous en parlerons demain. Will Wallace écrit « Il est clair pour moi que Kirk a été assassiné à cause de sa voix et de son influence. » Voici un peu de soutien pour cette équipe de sécurité. Merci beaucoup. Il est évident que ces gens n'hésiteront devant rien pour faire taire quelqu'un. Continuez à défendre la vérité coûte que coûte, mais soyez prudents. Que Dieu vous bénisse, Candace. Merci. C'est en fait un don extraordinaire. Merci à ceux qui ont fait ces dons, qui sont devenus plus importants parce que vous vous souciez de la sécurité. Et je pense qu'après un procès, un assassinat au tribunal, tout le monde est plus préoccupé par la sécurité. C'est une discussion que mon mari et moi avons de plus en plus. Et c'est pourquoi c'est particulièrement écœurant quand quelqu'un comme Tim Pool essaie de faire signe aux gens d'attaquer. En gros, il essaie de faire comprendre aux gens que ma sécurité est faible ou que j'utilise la même sécurité que Charlie, toutes ces choses-là. Il essaie de faire passer l'idée qu'il veut que je sois attaqué. C'est comme ça que je le ressens, parce que pourquoi fait-il de ma sécurité un sujet dans son émission? Je ne fais pas du tout confiance à ça. Et je ne sais pas ce qui motive cela. Rio Bays écrit « Comment Erika et les fédéraux n'auraient-ils pas vu ces messages? Ça n'a aucun sens pour moi. Je pense que tu fais référence aux messages que Charlie a reçus la veille au soir. Oui, elle ne les a pas vus. Nous n'avons pas discuté de savoir si les fédéraux avaient reçu ces messages. Je dirais que nous n'en avons pas parlé. Mais nous avons discuté. Elle a évidemment dit qu'elle n'avait pas vu ces messages. Donc, je vais lire le reste de ton commentaire. Comment Erika aurait-elle pu et que les fédéraux n'aient pas vu ces messages? Ça n'a aucun sens. Erika, Brian Harpole et tant d'autres pris dans ces mensonges. C'est ce que tu cherchais. Pourquoi devenir indulgent? Ça n'a pas de sens. J'ai aussi entendu dire qu'on traînait avec des membres de Tepusa à la fête de Tucker. C'est encore un autre délire de fanfiction. Je n'ai aucune idée de ce dont il s'agissait. Tu fais référence à une personne qui est allée dire ça. Candace traînait avec Tepusa, Tucker et Marjorie Taylor Greene à la fête de Noël de Tucker. À ma connaissance, je n'ai constaté aucun tournant. Employé américain. Je n'ai eu aucune conversation avec aucun locataire. Employé de Turning Point USA. À ma connaissance, je ne les ai pas vus. C'est une fête immense. Je n'ai jamais eu de problème avec Tucker. C'est pourquoi j'étais à une fête de Noël, ni avec Marjorie Taylor Greene. Oui, je leur ai parlé. Je ne l'ai pas fait. C'est ce que je veux dire. C'est comme si les attaques étaient constantes, chaque seconde de chaque jour, à m'accuser de quelque chose. Et l'implication, c'était comme si j'étais assis sur le côté en train de rire et de boire une bière avec Terrell Farnsworth et Tyler Boyer. J'en suis sûre. Parce que Tucker a évidemment une bonne relation avec eux. Il y avait sûrement des gens de Turning Point, des employés de Turning Point USA. Je ne leur ai pas parlé. À ma connaissance, je ne leur ai pas parlé. Je ne leur ai pas parlé. Alors j'ai même répondu et j'ai dit à la personne, « Pourquoi ne publiez-vous pas de qui vous parlez? Il n'y a pas besoin de tourner autour du pot. Tout le monde fait comme si. Genre, je ne peux pas dire ce que je sais sur sa sécurité. Dis-le, parce que tu mens. » D'accord. Si tu dis que tu sais quelque chose sur le fait que je rigole secrètement avec Turning Point USA, parle franchement. Je n'ai rien à cacher. Je ne suis pas la personne qui joue à des jeux en ce moment. Donc, si tu veux m'accuser, vas-y à fond. D'accord, vas-y à fond pour m'accuser. Parce que si je suis une fraude, le public mérite vraiment de le savoir. Et tu ne me trouveras pas dans une telle situation. Isabella Mazzone écrit « Peux-tu en dire plus sur Charlie et son cheminement vers le catholicisme? Est-ce qu'Erika a confirmé cela? Je traverse moi aussi un cheminement avec le catholicisme et je pense qu'il devrait être honnête à ce sujet. » Écoute, évidemment, Erika. L'a confirmé. J'ai toujours dit la vérité. Et c'était l'une des premières choses que j'ai dites. J'ai dit, c'était quoi ce truc bizarre avec Alex Clark? J'étais attaquée sans raison. Et ensuite, il y a ces gens qui insistent là-dessus. Et je sais qu'ils savent que c'est vrai que Charlie allait à la messe. Et je ne peux pas dire s'il était proche de se convertir. C'est une conversation. Comme tu l'as dit, Erika peut en parler. Et il y aura peut-être un moment et un lieu pour qu'elle le fasse. Je peux seulement affirmer que je ne mentais pas. Et que j'avais ces conversations avec lui quand il assistait à la messe. Et je pense, d'après ce qu'on m'a dit, qu'il prévoyait de s'inscrire et de commencer ce processus, mais je n'ai pas eu personnellement cette conversation avec lui. Donc ça, c'est de seconde main. La bonne personne pour en parler serait Erika. Et je pense qu'elle devrait le faire. Je pense qu'elle devrait, parce que personne n'a été plus méchant avec moi que les judéo-chrétiens, le milieu évangélique, parce que j'ai dit la vérité sur les conversations que j'ai eues avec Charlie à propos du catholicisme.
Et aucun d'eux n'a rétabli la vérité. Aucun d'eux n'a dit « je suis désolé ». Aucun d'eux n'a dit « je ne savais pas de quoi je parlais ». Ils se sont juste contentés d'insister encore plus en m'attaquant, ce qui est un schéma récurrent. Je suis toujours attaqué pour avoir dit la vérité et je continue simplement à dire la vérité. Alors oui, où est le mensonge? Où est le mensonge? Où est le mensonge? Enfin, Lamp écrit « Pourquoi le Qatar est-il toujours utilisé comme bouc émissaire par les médias? Pourquoi le Qatar ne riposte-t-il jamais et pourquoi le Qatar semble-t-il ne jamais attaquer Israël? Dans une guerre d'agression ou lors de toute attaque, ont-ils déjà fait quoi que ce soit de négatif envers Israël? Eh bien, vous savez, le Qatar a récemment déclaré « Oui, nous travaillons avec le Hamas parce qu'Israël et les États-Unis nous l'ont demandé. Ils nous ont demandé de jouer les intermédiaires. Et maintenant, on nous attaque pour avoir fait ce qu'ils nous ont demandé de faire, ce qui ressemble vraiment à la chose la plus typique des États-Unis et d'Israël, demander de l'aide à quelqu'un puis s'indigner de ce qu'il fait. Et j'ai tendance à le croire. Je ne comprends pas cette histoire bizarre autour du Qatar. Comme je l'ai dit, j'accepterai de l'argent qatari. Je le ferai. Ils ne m'ont pas appelé. C'est vexant. Je ne comprends pas ce que je fais de mal, ce que je comprends de travers, ce que je pourrais faire de mieux pour qu'ils m'appellent. Je serai l'une de ces personnes qui figurent dans les publicités. Tu as vu les pubs Qatar Airways? Apparemment, c'est incroyable. Et je serai dans une pub pour Qatar Airways. Ça ne me dérange pas que quelqu'un fasse cette vidéo NI et l'envoie peut-être à l'ambassade du Qatar pour voir s'ils veulent m'embaucher. Je suis ouvert à être payé par le Qatar. Donc, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi Jared Kushner et les sionistes ont le droit d'aller au Qatar, ce qui est arrivé récemment, et de faire des affaires avec eux. Mais pour une raison quelconque, Candace et Tucker n'y ont pas droit. Ce n'est tout simplement pas juste. Qu'est-ce que je dois faire pour être remarqué par le Qatar? J'imagine que c'est une question pour un autre jour. On se retrouve demain, les amis.